C'est mon cousin Eric. Il traverse une période difficile. Il va rester quelques semaines. Ces mots résonnent encore dans ma tête comme une cloche fêlée. Je me souviens exactement de ce moment, de chaque détail, de chaque sensation. La lumière dorée du soir qui filtrait par la fenêtre de l'entrée. L'odeur du pot-au-feu que je préparais depuis le matin et qui mijotait doucement dans la cuisine. Le craquement familier du parquet sous mes pieds quand je me suis avancé pour voir qui sonnait à la porte. Sophie se tenait là, sur le seuil de notre maison, celle que j'ai construite de mes propres mains il y a 30 ans, et elle souriait. Pas à moi, à l'homme derrière elle. Un homme que je n'avais jamais vu, dont je n'avais jamais entendu parler en 28 ans de mariage. Un cousin sorti de nulle part, comme un lapin d'un chapeau de magicien, comme un fantôme matérialisé par un tour de passe-passe dont je ne comprenais pas encore les règles. Je m'appelle Jean Moreau. J'ai 67 ans, et je suppose qu'aux yeux de beaucoup de gens, je suis ce qu'on appellerait un homme ordinaire. Pendant 35 ans, j'ai travaillé à la mairie de Saint-Étienne-du-Mont, une petite ville tranquille, nichée dans la vallée de la Loire, où tout le monde se connaît depuis au moins 3 générations, et où les secrets ne restent jamais secrets, très longtemps. C'est le genre d'endroit où le boulanger vous appelle par votre prénom, où le médecin a soigné vos parents avant vous, où chaque visage dans la rue évoque une histoire, un souvenir, un lien invisible qui tisse le tissu de la communauté. Les 8 dernières années de ma carrière, j'ai dirigé le projet Smart City, un programme ambitieux de vidéosurveillance qui a transformé notre commune en l'une des plus sécurisées de la région. C'était mon bébé, mon œuvre, le projet qui m'a valu une médaille du mérite municipal et une reconnaissance nationale dans les cercles spécialisés. Chaque caméra installée dans cette ville, je l'ai choisie personnellement, positionnée avec soin, calibrée avec précision. Je connais chaque angle mort, chaque zone d'ombre, chaque recoin que ces yeux électroniques peuvent voir ou ne pas voir. Le réseau compte aujourd'hui 247 caméras haute définition, reliées à un centre de contrôle qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est un système dont je suis profondément fier, un système qui a permis de résoudre des dizaines d'affaires et de rendre notre petite ville plus sûre pour tous ses habitants. Il y a 6 mois, j'ai pris ma retraite. Une cérémonie sobre à la mairie, des discours polis, une montre en or offerte par mes collègues et une poignée de main du maire qui m'a remercié pour mes 35 années de bons et loyaux services. Je pensais avoir mérité un peu de repos après toutes ces années de labeur, ces réunions interminables, ces problèmes techniques à résoudre au milieu de la nuit, ces crises à gérer avec le sourire. Je pensais que Sophie et moi allions enfin profiter de notre maison, de notre jardin, que je n'avais jamais eu le temps d'entretenir correctement, des voyages que nous avions toujours repoussés à plus tard. Je pensais beaucoup de choses qui se sont révélées être des illusions, des châteaux de cartes construits sur des fondations de sable. Quand Eric est apparu sur le seuil de ma porte ce soir de novembre, quelque chose en moi s'est crispé immédiatement, instinctivement, comme un animal qui sent le danger avant même de le voir. Son visage m'était vaguement familier, comme ces acteurs qu'on voit dans des publicités télévisées sans jamais retenir leur nom, comme ces passants qu'on croise dans la rue et qu'on a l'impression d'avoir déjà vus quelque part, sans pouvoir dire où ni quand. Il avait la cinquantaine, peut-être 54 ou 55 ans, avec des cheveux gris soigneusement coiffés en arrière et fixés par un gel qui brillait légèrement sous la lumière de l'entrée. Son sourire dévoilait des dents trop blanches pour être naturelles, le genre de dents qu'on obtient avec des traitements de blanchiment professionnels qui coûtent une fortune,
Mais ce qui m'a frappé le plus, ce sont ses yeux, des yeux gris-bleu, froids, calculateurs, des yeux qui ne souriaient pas quand sa bouche le faisait. C'était comme regarder un masque parfaitement sculpté derrière lequel se cachait quelque chose de complètement différent, quelque chose de dangereux peut-être. Il portait un costume bleu marine qui semblait coûter plus cher que ma garde-robe entière, avec des revers parfaitement taillés et une coupe qui épousait ses épaules larges, une cravate de soie bordeaux, une pochette assortie, une montre au poignet qui brillait d'un éclat doré. Tout en lui criait l'argent, le succès, la réussite. Mais ses chaussures étaient légèrement usées au talon, à peine perceptibles, le genre de détail que la plupart des gens n'auraient jamais remarqué. Mais j'ai passé ma vie à observer les détails, à repérer les incohérences, à lire entre les lignes. C'est une déformation professionnelle quand on travaille dans l'administration publique pendant aussi longtemps, quand on doit évaluer des dossiers, des demandes, des gens qui viennent vous raconter leur version des faits. Sophie rayonnait, c'était le mot exact, le seul mot qui pouvait décrire la transformation que je voyais sur son visage. Elle rayonnait d'une lumière que je n'avais pas vue sur son visage depuis des années. Peut-être des décennies, peut-être jamais. À 55 ans, Sophie était toujours belle, avec ses cheveux châtains qui commençaient à grisonner aux tempes et ses yeux verts qui avaient fait chavirer mon cœur 30 ans plus tôt. Mais cette beauté s'était comme éteinte au fil des années, recouverte par une couche de lassitude, de routine, d'ennui silencieux. Ce soir-là, elle avait mis du rouge à lèvres, chose qu'elle ne faisait plus que pour les grandes occasions, les mariages, les fêtes de Noël, les événements où il fallait faire bonne impression. Elle avait coiffé ses cheveux d'une manière différente, plus jeune, plus soignée, avec des boucles légères qui encadraient son visage et lui donnaient un air presque juvénile. Et quand elle a présenté Éric, sa voix avait cette tonalité chantante qu'elle réservait autrefois pour nos anniversaires de mariage, quand nous étions encore amoureux, quand notre couple était encore vivant et vibrant. Jean, mon chéri, je te présente mon cousin Éric. Tu sais, celui dont je t'ai parlé, du côté de ma mère. Le pauvre Éric a eu des problèmes avec son entreprise. Une histoire terrible de partenaire, qui l'a trahi, qui lui a tout volé. Il a tout perdu, tu comprends. Tout. Sa femme l'a quitté, ses soi-disant amis l'ont abandonné. Il n'a nulle part où aller. C'est la famille, Jean. On ne peut pas le laisser à la rue. La famille. En 28 ans de mariage, Sophie ne m'avait jamais parlé d'un cousin Éric. Pas une seule fois. Pas aux réunions de famille que nous organisions chaque été. Pas aux mariages où nous croisions la moitié de la ville. Pas aux enterrements où l'on revoyait des parents oubliés depuis des années. Personne du côté de Sophie ne s'appelait Éric. J'en étais absolument certain. J'ai une excellente mémoire pour les noms et les visages, une mémoire photographique qui m'a souvent servi dans mon travail. Je pouvais réciter de mémoire les noms des oncles, tantes, cousins, cousines de Sophie. Il y avait un Henri, une Marie-Thérèse, un petit Philippe qui devait avoir la quarantaine maintenant. Mais pas d'Éric, jamais d'Éric. Mais je n'ai rien dit. Je ne sais pas exactement pourquoi. Peut-être par politesse, cette politesse automatique qu'on développe après des années de vie en société. Peut-être par lâcheté, cette lâcheté qui nous fait éviter les conflits, même quand notre instinct nous crie qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être aussi par curiosité, une curiosité malsaine, qui voulait voir jusqu'où cette mascarade allait aller. J'ai serré la main d'Éric, une poignée de main ferme et froide qui m'a laissé une sensation désagréable, comme si j'avais touché quelque chose de visqueux. J'ai hoché la tête poliment.
J'ai marmonné quelque chose comme bienvenue chez nous, et je l'ai regardé s'installer dans la chambre d'amis avec ses 2 valises de marque, des valises Louis Vuitton qui devaient valoir plusieurs milliers d'euros, et son sourire qui ne montait jamais jusqu'aux yeux. Sophie l'a accompagné, lui montrant où étaient les serviettes dans l'armoire du couloir, comment fonctionnait la douche qui avait un petit défaut au niveau du thermostat, ou ranger ses affaires dans la commode en chêne que nous avions achetée pour les rares invités. Elle bavardait comme une adolescente excitée, riant de ses propres plaisanteries, touchant le bras d'Éric avec une familiarité qui me mettait mal à l'aise. Je suis resté seul dans le salon, debout au milieu de la pièce comme un meuble oublié, fixant la porte fermée de la chambre d'amis, essayant de comprendre pourquoi mon instinct me criait que quelque chose n'allait pas, que quelque chose était profondément, dangereusement anormal dans cette situation. Cette nuit-là, Sophie s'est endormie rapidement, le sourire encore aux lèvres, comme une enfant après une journée de fête. Moi, je suis resté éveillé pendant des heures, les yeux grands ouverts dans l'obscurité, écoutant les bruits de la maison, le craquement du parquet au-dessus de nos têtes, là où se trouvait la chambre d'amis, le grincement d'une porte qu'on ouvre et qu'on ferme, des pas feutrés dans le couloir, des bruits qui auraient pu être innocents, qui auraient pu être ceux d'un invité qui ne trouve pas le sommeil dans un lieu inconnu, mais qui résonnaient dans mon esprit comme des signaux d'alarme. J'essayais de me convaincre que j'étais paranoïaque, que la retraite me rendait suspicieux et amer, que je cherchais des problèmes là où il n'y en avait pas. C'est normal d'avoir un cousin qu'on n'a jamais mentionné, me disais-je. Les familles sont compliquées, pleines de branches oubliées et de parents éloignés. C'est normal que Sophie soit heureuse de revoir quelqu'un de sa famille. C'est normal qu'elle veuille l'aider dans un moment difficile. Mais mon instinct continuait de hurler. Et j'ai appris, au fil des années, à faire confiance à mon instinct plus qu'à mes rationalisations. Les jours suivants m'ont prouvé que mon instinct avait raison. Éric s'est installé dans notre maison, comme s'il avait toujours vécu ici, comme s'il connaissait chaque recoin, chaque habitude, chaque rituel de notre vie quotidienne. Il savait où se trouvait la tasse préférée de Sophie dans le placard de la cuisine, alors que moi-même je devais parfois chercher. Il savait qu'elle aimait son café avec 2 sucres et un nuage de lait, exactement comme elle le préparait depuis des années. Il savait qu'elle détestait les tulipes, qu'elle trouvait vulgaires et sans grâce, mais qu'elle adorait les roses, surtout les roses blanches qui lui rappelaient son jardin d'enfance. Il savait des choses qu'un cousin éloigné, rencontré quelquefois dans l'enfance lors de réunions familiales poussiéreuses, n'aurait jamais pu savoir. Sophie, de son côté, se transformait jour après jour, comme un papillon qui émerge de sa chrysalide, ou plutôt comme un serpent qui mue et révèle une nouvelle peau que je ne reconnaissais pas. Chaque matin, elle se maquillait soigneusement devant le miroir de la salle de bain, avant de descendre prendre le petit déjeuner, quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis des années, peut-être depuis le début de notre mariage. Elle avait ressorti des robes qu'elle n'avait pas portées depuis une éternité, des robes colorées et élégantes qui mettaient en valeur sa silhouette encore fine malgré les années. Elle riait à toutes les plaisanteries d'Éric, même les plus médiocres, même les plus plates, avec un rire cristallin de jeune fille qui me glaçait le sang. Et surtout, elle me regardait de moins en moins, me parlait de moins en moins, me touchait de moins en moins. Quand nous étions dans la même pièce, j'avais l'impression d'être transparent, invisible, un fantôme qui hantait sa propre maison, sans que personne ne le remarque. Un matin, environ une semaine après l'arrivée d'Éric, je suis descendu plus tôt que d'habitude pour préparer le café. Je n'avais pas bien dormi, comme toutes les nuits depuis l'arrivée de notre invité.
et j'avais décidé de me lever plutôt que de rester à me retourner dans le lit en fixant le plafond. La maison était silencieuse, baignée dans la lumière grise et douce de l'aube. Je descendais l'escalier pieds nus, doucement, sans faire de bruit, quand j'ai entendu des voix dans la cuisine. Ils étaient déjà là, assis l'un en face de l'autre à la table de la cuisine, comme deux conspirateurs partageant d'un secret. Éric portait un peignoir de soie que je ne lui avais jamais vu, un peignoir bleu nuit qui devait coûter une fortune. Sophie était en chemise de nuit, ses cheveux encore défaits de la nuit, le visage détendu et heureux. Éric a dit quelque chose que je n'ai pas entendu depuis le couloir, probablement une plaisanterie ou un compliment, et Sophie a éclaté de rire. Pas un rire poli, pas un rire de circonstance, mais un rire vrai, profond, joyeux, un rire que je ne lui connaissais plus depuis des années. Puis, j'ai vu sa main. La main d'Éric posée sur celle de Sophie, sur la table de notre cuisine, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Pas une seconde, pas un effleurement accidentel, une vraie caresse, intime, familière, possessive. Les doigts d'Éric entrelacés avec ceux de Sophie. Et Sophie n'a pas retiré sa main. Elle a juste souri et baissé les yeux comme une jeune fille à son premier rendez-vous, les joues légèrement roses, le regard brillant. Ils ne m'avaient pas entendu arriver. Je suis resté figé dans l'embrasure de la porte pendant ce qui m'a semblé une éternité, incapable de bouger, incapable de parler, incapable de détourner le regard de cette scène qui se jouait devant moi. Finalement, je me suis raclé la gorge, et ils ont sursauté tous les deux comme des enfants pris en faute. La main d'Éric a disparu si vite qu'on aurait pu croire que je l'avais imaginée, qu'elle n'avait jamais été là, qu'il s'agissait juste d'un tour de mon imagination malade et jalouse. Mais je ne l'avais pas imaginée. Je savais ce que j'avais vu. Mes yeux ne mentaient pas. « Bonjour, Jean », a dit Sophie d'une voix un peu trop aiguë, un peu trop rapide, comme quelqu'un qui essaie de couvrir un mensonge avec des mots précipités. « Tu es levé tôt ce matin. Tu as bien dormi? Tu veux que je te prépare un café ?» Éric et moi, on parlait justement de ses projets pour retrouver du travail. Il a tellement de compétences, tu sais. Je suis sûr qu'il va rebondir très vite. J'ai menti. J'ai dit oui, j'ai bien dormi, merci. J'ai bu mon café en silence, pendant qu'ils reprenèrent leur conversation, comme si de rien n'était, comme si je n'étais pas là, comme si j'étais devenu invisible et muet dans ma propre maison. Sophie parlait des opportunités d'emploi dans la région. Éric hochait la tête en souriant, et moi je les regardais par-dessus ma tasse, essayant de comprendre ce qui se passait, essayant de mettre des mots sur le malaise qui grandissait dans ma poitrine. Ce jour-là, j'ai commencé à observer, pas à surveiller, pas encore, juste à observer avec une attention renouvelée, comme un scientifique qui étudie un phénomène qu'il ne comprend pas. Les regards échangés entre Sophie et Éric quand ils pensaient que je ne faisais pas attention. Les sourires complices qui duraient une seconde de trop. Les excuses pour se retrouver seul dans une pièce. Sophie qui demandait à Éric de l'aider à chercher quelque chose au grenier. Éric qui proposait de l'accompagner au marché pour porter les courses. Les conversations qui s'interrompaient brusquement quand j'entrais, laissant dans l'air un silence embarrassé et des phrases inachevées. Et puis il y avait les messages sur le téléphone de Sophie, son téléphone qu'elle gardait maintenant toujours face cachée sur la table, son téléphone qu'elle vérifiait dès qu'il vibrait avec un empressement qui ne lui ressemblait pas, son téléphone dont l'écran la faisait sourire d'un sourire secret, un sourire qu'elle effaçait aussitôt qu'elle levait les yeux et croisait mon regard. J'ai essayé de me raisonner, de trouver des explications innocentes à tout cela.
Peut-être que je me faisais des idées, que ma jalousie naturelle déformait ma perception de la réalité. Peut-être que c'était vraiment un cousin, et que leur complicité était normale, familière, fraternelle. Peut-être que Sophie avait juste besoin de quelqu'un à qui parler, quelqu'un de nouveau et d'excitant après tant d'années avec le même homme, quelqu'un qui la faisait se sentir vivante et désirée. Peut-être que j'étais ridicule, possessif, pathétique. Mais mon instinct continuait de hurler, de plus en plus fort chaque jour, et j'ai appris depuis longtemps à faire confiance à mon instinct plus qu'à mes rationalisations rassurantes. 2 semaines après l'arrivée d'Éric, Sophie a commencé à changer d'attitude envers moi. Pas de la froideur ouverte, non, rien d'aussi simple et d'aussi direct. Quelque chose de plus subtil et de plus cruel, comme une lame de couteau qu'on enfonce lentement, millimètre par millimètre, pour que la douleur soit prolongée et que la victime ait le temps de sentir chaque déchirure. Elle a commencé à me critiquer. Pas ouvertement, pas méchamment, jamais devant témoin de façon agressive. Juste des petites remarques, glissées dans la conversation comme des épines dans un bouquet de fleurs, enveloppées dans un sourire innocent, et des mots qui semblaient pleins de bonne intention. Tu sais, Jean, tu devrais peut-être faire plus de sport. À ton âge, c'est important de rester actif et en forme. Je m'inquiète pour ta santé, tu comprends. Tu as pris quelques kilos ces dernières années, non? Tu ne trouves pas que tu passes trop de temps devant la télévision? C'est tellement passif, tellement stérile. Éric lit beaucoup, lui. Des romans, des essais, des biographies. C'est tellement plus enrichissant pour l'esprit, tu ne crois pas? Pourquoi tu ne t'habilles pas un peu mieux? On dirait que tu as abandonné maintenant que tu es à la retraite. Éric, lui, fait toujours attention à son apparence, même quand il n'a nulle part où aller. C'est une question de respect de soi. Chaque remarque était accompagnée d'un sourire innocent, presque affectueux, comme si elle ne faisait que s'inquiéter pour moi, comme si elle voulait mon bien, comme si elle cherchait à m'aider à devenir une meilleure version de moi-même. Mais chaque remarque était aussi une comparaison silencieuse avec Éric. Éric qui faisait du jogging chaque matin dans le parc. Éric qui lisait Proust dans le fauteuil du salon. Éric qui portait toujours des chemises impeccables et des pantalons bien repassés, même pour rester à la maison. Et puis, il y avait les commentaires d'Éric lui-même, toujours formulés avec une politesse exquise, toujours enveloppés dans un sourire aimable et des mots choisis avec soin, mais toujours avec cette pointe de condescendance qui me hérissait le poil et me faisait serrer les poings sous la table. C'est fascinant, Jean, cette époque où vous travaillez à la mairie. Les choses ont tellement changé depuis, n'est-ce pas? Aujourd'hui, tout est numérique, interconnecté, piloté par l'intelligence artificielle. Les métiers évoluent si vite. Vous avez dû avoir du mal à suivre l'évolution technologique vers la fin de votre carrière. Non. Je ne dis pas ça méchamment, bien sûr. C'est juste que la génération des jeunes a tellement d'avance sur ces sujets. Il parlait de moi comme si j'étais une relique d'un autre temps, un dinosaure qui n'avait pas compris que l'astéroïde était tombé. Il ne savait pas que j'avais conçu et mis en place l'un des systèmes de surveillance les plus sophistiqués de la région. Il ne savait pas que des équipes de jeunes ingénieurs venaient encore régulièrement me consulter, parce que j'étais le seul à vraiment comprendre comment fonctionnait le réseau que j'avais créé. Il ne savait pas que derrière mes chemises froissées et mes kilos en trop se cachait un esprit parfaitement affûté et une mémoire qui n'oubliait jamais rien. Je ne répondais pas à ses provocations. Je me contentais de hocher la tête poliment, de marmonner quelque chose de vague, de changer de sujet dès que possible.
Mais chaque remarque s'accumulait, comme des gouttes d'eau qui finissent par creuser la pierre, comme du poison qu'on administre à petite dose jusqu'à ce que le cœur s'arrête. Un soir, environ 3 semaines après l'arrivée d'Éric, Sophie m'a surpris en abordant un sujet auquel je ne m'attendais absolument pas. Nous étions dans notre chambre. Elle se démaquillait devant le miroir de la coiffeuse comme elle le faisait chaque soir depuis des années. Et moi je lisais au lit, ou plutôt je faisais semblant de lire car je n'arrivais plus à me concentrer sur quoi. Que ce soit depuis des semaines, Jean, a-t-elle dit d'une voix désinvolte, comme si elle parlait de la liste des courses ou du programme télévisé du lendemain, j'ai pensé qu'on devrait peut-être revoir notre assurance vie, tu sais, celle qu'on a souscrite il y a des années et qu'on n'a jamais vraiment regardée depuis. J'ai levé les yeux de mon livre, surpris par cette remarque inattendue. Notre assurance vie était en place depuis 20 ans, une police standard que nous avions prise quand les enfants étaient petits, au cas où il arriverait quelque chose à l'un de nous. Nous n'en avions jamais parlé depuis, jamais eu besoin d'en parler. C'était une de ces choses qu'on règle une fois pour toutes et qu'on range dans un tiroir pour ne plus y penser. Pourquoi tu veux revoir l'assurance vie ? Ai-je demandé en essayant de garder une voix neutre malgré l'alarme qui résonnait dans ma tête. Oh, pour rien de particulier, a-t-elle répondu en continuant de se démaquiller sans se retourner. C'est juste qu'à notre âge, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Une crise cardiaque, un AVC, un accident. Tu lis les journaux, tu vois bien que ça n'arrive pas qu'aux autres. Et puis les contrats ont évolué depuis 20 ans. Il y a peut-être de meilleures options maintenant, des couvertures plus complètes. Je me suis dit qu'on pourrait augmenter le capital, au cas où. Au cas où quoi exactement? Sophie s'est retournée et m'a regardé avec une expression que je ne lui connaissais pas. Une expression qui ressemblait à de l'irritation teintée de quelque chose d'autre. De la peur, peut-être, ou de la culpabilité, ou les deux à la fois. Au cas où il t'arriverait quelque chose, Jean. Tu as 67 ans, tu ne rajeunis pas, c'est un fait. Le cœur des hommes de ton âge est fragile, les médecins le disent tout le temps. C'est juste de la prudence, c'est de la prévoyance, c'est tout ce que c'est. Pourquoi tu réagis comme ça, comme si je t'accusais de quelque chose? Je pense à nous, à notre avenir, à notre sécurité financière. Je n'ai rien répondu. J'ai remis le nez dans mon livre et j'ai fait semblant de reprendre ma lecture, tournant les pages sans voir les mots, sans comprendre les phrases, sans rien retenir. Mais mon cœur battait trop vite et mes mains tremblaient légèrement, faisant trembler les pages du livre que je tenais. Augmenter l'assurance vie à notre âge. Au cas où il m'arriverait quelque chose, les mots résonnaient dans ma tête comme un avertissement, comme une sirène d'alarme qui hurlait dans la nuit. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Sophie ronflait doucement à côté de moi, paisible et innocente en apparence, le visage détendu, le souffle régulier. Vers 3 heures du matin, quand le sommeil refusait toujours de venir, je me suis levé sans bruit, pour aller boire un verre d'eau à la cuisine. La maison était silencieuse et plongée dans l'obscurité, avec juste la lumière bleutée de la lune qui filtrait à travers les volets et dessinait des ombres étranges sur les murs. Je descendais l'escalier sur la pointe des pieds, évitant les marches qui grincent, comme je le fais depuis 30 ans, quand j'ai entendu des voix étouffées qui venait du salon, la voix de Sophie, et celle d'Éric. Je me suis figé au milieu de l'escalier, retenant mon souffle, le cœur battant si fort que j'avais l'impression qu'on pouvait l'entendre dans toute la maison. Lentement, prudemment, j'ai continué ma descente, pas à pas,
évitant les lattes du plancher qui grincent. Après 30 ans dans cette maison, je connais chaque centimètre de ce plancher, chaque défaut, chaque point faible. J'ai atteint le couloir qui mène au salon, et je me suis plaqué contre le mur, dans l'ombre la plus profonde, écoutant de toutes mes forces. Leur voix me parvenait maintenant plus clairement, même si elles restaient étouffées, prudentes, comme deux conspirateurs qui partagent un secret qu'ils ne veulent pas que le monde entende. Encore un mois ou deux, disait Éric d'une voix calme, presque ennuyée, comme s'il parlait d'un projet de rénovation ou d'un investissement financier. Il faut que ce soit naturel, tu comprends? Pas de précipitation, pas d'action suspecte. Il est vieux, fatigué, il ne fait pas de sport, il mange trop gras. Personne ne sera surpris si son cœur lâche un beau matin, un rire étouffé, celui de Sophie. Un rire que je reconnaissais maintenant, ce rire cristallin qu'elle réservait pour lui, ce rire qui n'était plus jamais pour moi depuis longtemps. « Tu es sûr que ça va marcher ?» demanda-t-elle. Et sa voix avait une nuance d'inquiétude, pas d'horreur, pas de dégoût, juste de l'inquiétude pratique, comme si elle s'assurait que le plan était bien ficelé. Et l'assurance. Ils ne vont pas soupçonner quelque chose. Ils ne vont pas faire une enquête. La voix d'Éric était patiente, rassurante, celle d'un professionnel qui explique les détails de son métier à un client novice. Ma chérie, j'ai fait ça des dizaines de fois, crois-moi. Je sais comment ça fonctionne. Le truc, c'est la patience. On ne précipite rien. On ne laisse aucune trace. On attend que tout soit parfaitement en place. L'assurance, le testament, les papiers. On vérifie que tu es bien la bénéficiaire unique. On s'assure qu'il n'y a pas de clause suspecte. Et quand le moment viendra, quand tout sera prêt, ce sera juste un vieil homme fatigué qui s'éteint tranquillement dans son sommeil. Crise cardiaque, AVC, embolie pulmonaire. Il y a tellement de façons de mourir naturellement à son âge. Les médecins ne cherchent pas de problème quand un homme de 67 ans avec du surpoids et un travail sédentaire fait un arrêt cardiaque. Ils signent le certificat de décès et passent au patient suivant. Un silence. Je n'entendais plus que le battement de mon propre cœur qui cognait contre mes tempes, qui résonnait dans mes oreilles comme un tambour de guerre. Puis la voix de Sophie, hésitante mais pas horrifiée. Et la maison? Tu es sûr qu'elle sera à moi après? Il n'y a pas de risque qu'il l'ait mise au nom des enfants, ou quelque chose comme ça. Éric a ri doucement, un rire confiant et amusé. On vérifiera le contrat de mariage et le cadastre, mais généralement, dans ces cas-là, tout revient au conjoint survivant. C'est la loi. Ne t'inquiète pas, ma belle. Dans quelques mois, tu seras libre et riche. Tu auras la maison, l'assurance, les économies, et nous serons ensemble, pour de bon cette fois. Plus de mensonges, plus de cachotterie, juste toi et moi, dans cette belle maison, à profiter de la vie. J'ai entendu un bruit qui ressemblait à un baiser, long et langoureux, puis des murmures que je n'arrivais plus à distinguer, des mots d'amour peut-être, des promesses, des projets pour leur avenir qui seraient bâtis sur ma tombe. Je suis remonté à l'étage comme un automate, chaque marche un effort surhumain, chaque pas un combat contre mes jambes, qui menaçèrent de se dérober sous moi. Mes jambes tremblaient. Mon cœur cognait si fort dans ma poitrine que j'avais l'impression que toute la maison pouvait l'entendre. Je me suis glissé dans le lit, j'ai fermé les yeux et j'ai attendu que Sophie revienne. Elle est revenue 1 heure plus tard, peut-être 2. Silencieuse comme un chat qui rentre d'une escapade nocturne. Elle s'est couchée à côté de moi, a arrangé les couvertures, et s'est endormie presque immédiatement, son souffle régulier
et paisible, comme celui d'un enfant innocent. Moi, je suis resté éveillé jusqu'à l'aube, fixant le plafond dans le noir, les yeux grands ouverts, essayant de comprendre comment ma vie avait pu basculer aussi brutalement, aussi complètement, en l'espace de quelques semaines. 28 ans de mariage, 2 enfants, ensemble, Marc et Isabelle, maintenant adultes, et partis vivre leur vie loin d'ici. Marc à Lyon où il travaillait comme ingénieur, Isabelle à Nantes avec son mari et leurs 2 filles. Une maison construite de mes mains, chaque pierre posée avec amour, chaque mur peint avec soin, des milliers de dimanches passés ensemble, des vacances à la mer et à la montagne, des Noëls autour du sapin, des moments de bonheur et de difficulté traversés côte à côte. Et tout ce temps, peut-être pas tout ce temps, mais certainement depuis un moment, elle attendait le moment de me tuer, de me faire disparaître, de récupérer ce que j'avais construit et de le partager avec un homme dont je n'avais jamais entendu parler avant ce soir de novembre. Non, ce n'était pas possible. J'avais mal entendu. J'avais mal compris. C'était un cauchemar, et j'allais me réveiller dans quelques minutes, en sueur et tremblant, mais soulagé de découvrir que tout cela n'était qu'une création de mon subconscient tourmenté. Mais le matin est venu, gris et froid comme tous les matins de novembre, et rien n'avait changé. Sophie s'est levée, a mis son rouge à lèvres devant le miroir, est descendue préparer le petit déjeuner pour Eric en chantonnant une chanson que je ne connaissais pas. Et moi je l'ai regardé faire depuis le seuil de la cuisine, avec ses yeux qui ne me voyaient plus, son sourire qui n'était plus pour moi, sa voix qui avait parlé d'assurance vie et de mort naturelle dans l'obscurité de la nuit. J'aurais pu craquer à ce moment-là. J'aurais pu hurler, pleurer, la confronter, lui jeter à la figure ce que j'avais entendu. J'aurais pu appeler la police sur le champ et tout leur raconter, exiger une enquête, une protection, une justice. Mais j'ai appris une chose essentielle en 35 ans de carrière administrative. Une leçon que mon père m'avait enseignée avant même que je commence à travailler. Une vérité qui m'avait sauvé dans d'innombrables situations difficiles. La patience est un outil. On l'utilise en premier. Ce matin-là, j'ai bu mon café tranquillement, sans trembler, sans montrer la moindre émotion. J'ai souri à Sophie et à Eric. J'ai hoché la tête à leurs plaisanteries. J'ai parlé de la météo et du match de football de la veille, comme si c'était un matin ordinaire, comme si rien ne s'était passé, comme si je n'avais rien entendu, comme si j'étais toujours le vieil homme crédule et aveugle qu'ils pensaient que j'étais. Mais à l'intérieur de moi, quelque chose avait définitivement changé. La peur qui m'avait paralysé pendant la nuit s'était transformée en autre chose, en détermination glaciale, en colère froide et méthodique, en plan. Je savais maintenant exactement ce que je devais faire. Le lendemain, je me suis rendu à la mairie de Saint-Étienne-du-Mont. Mon ancien lieu de travail, ces couloirs que j'avais arpentés pendant 35 ans, ces bureaux où j'avais passé plus de temps qu'à la maison certaines années. En tant que consultante honoraire du projet Smart City, j'avais conservé mon badge d'accès, une petite carte plastifiée avec ma photo et mon nom, qui m'ouvrait encore toutes les portes. Une courtoisie, m'avait-on dit lors de mon départ en retraite, une reconnaissance de mon travail et de ma contribution exceptionnelle au projet. En réalité, c'était surtout parce que personne n'avait pensé à me le retirer et que j'étais le seul à connaître vraiment tous les recoins du système que j'avais construit, le seul capable de résoudre certains problèmes techniques que les jeunes ingénieurs ne comprenaient pas. Marie-Claire, la secrétaire du service technique, m'a accueilli avec un sourire chaleureux et sincère quand je suis entré dans le bâtiment. Elle était là depuis presque aussi longtemps que moi.
Une femme solide et fiable qui avait survécu à 3 changements de municipalité et à une dizaine de directeurs différents. C'était le genre de personne qui fait tourner une administration, discrète, mais indispensable. Monsieur Moreau, quelle bonne surprise de vous voir. Vous nous manquez, vous savez. Depuis que vous êtes parti, plus personne ne comprend vraiment comment fonctionne le système de surveillance. La semaine dernière, on a eu un problème avec les caméras du parking de la gare, et les jeunes ont passé 3 jours à chercher avant de m'appeler pour avoir votre numéro. Vous leur avez résolu ça en 20 minutes au téléphone, n'est-ce pas? J'ai souri et accepté le café qu'elle m'offrait. Un café trop fort et trop sucré, comme elle les faisait depuis toujours. Nous avons bavardé quelques minutes de tout et de rien, de sa fille qui venait d'avoir un bébé et qui ne dormait plus depuis des semaines, de la nouvelle adjointe au maire qui ne comprenait rien à la technologie et qui voulait tout digitaliser sans savoir ce que ça signifiait, des travaux dans la rue principale qui n'en finissaient plus et qui perturbèrent la circulation depuis des mois. Puis j'ai amené la conversation là où je voulais, doucement, naturellement, comme si l'idée venait de me traverser l'esprit. À vrai dire, Marie-Claire, je suis un peu nostalgique ces temps-ci. La retraite, vous savez, c'est plus difficile que je ne le pensais. On se retrouve avec trop de temps libre et pas assez à faire. Je pensais peut-être écrire mes mémoires, vous savez, sur la création du projet Smart City. Ça a été une telle aventure, tellement de défis techniques et humains à surmonter. Je pense que ça pourrait intéresser les gens, surtout les jeunes qui entrent dans le métier. Est-ce que vous pensez que je pourrais avoir accès aux archives du système? Juste pour consulter quelques rapports, me remémorer les débuts, vérifier quelques dates et quelques détails techniques. Marie-Claire n'a pas hésité une seconde. Elle avait confiance en moi, comme tout le monde dans ce bâtiment. J'étais Jean Moreau, le père du Smart City, l'homme qui avait rendu leur ville plus sûre. Pourquoi aurait-elle douté de mes intentions? Bien sûr, monsieur Moreau. C'est votre bébé, après tout. Personne ne le connaît mieux que vous. Je vais vous donner un accès temporaire avec vos anciens identifiants. Vous n'avez qu'à vous installer dans l'ancien bureau de documentation au 3e étage. Personne ne l'utilise plus depuis qu'on a tout numérisé. Vous serez tranquille là-bas. 10 minutes plus tard, j'étais assis devant un écran d'ordinateur dans un bureau poussiéreux au store baissé, connecté au réseau interne de la mairie, avec un accès complet au système de vidéosurveillance que j'avais moi-même conçu 8 ans auparavant. 247 caméras, haute définition, un logiciel de reconnaissance faciale, des archives de plusieurs années. Tout était à ma disposition. J'ai commencé à chercher. La première chose que j'ai faite a été de localiser Eric dans le système. Grâce à une photo que j'avais prise discrètement avec mon téléphone la veille, au dîner, pendant qu'il parlait et ne faisait pas attention à moi, j'ai utilisé le logiciel de reconnaissance faciale que nous avions intégré au système en 2019. C'était un outil puissant, supposé servir à retrouver des personnes disparues ou des suspects de crimes, capables d'identifier un visage dans une foule et de le suivre à travers le réseau de caméras de la ville. Personne n'avait jamais imaginé qu'un jour, je l'utiliserais pour traquer l'amant de ma femme, le prétendu cousin qui planifiait ma mort dans mon propre salon. Les résultats sont apparus en quelques secondes, une liste de correspondances avec des pourcentages de fiabilité et des horodatages. Le système avait repéré Eric à plusieurs endroits en ville au cours des dernières semaines. Le café, le terminus, près de la gare. Un établissement un peu chic qui servait des expressos hors de prix. La boulangerie Martin, sur la place du marché, réputée pour ses croissants et ses tartes aux fruits. Le parc municipal, où il faisait son jogging matinal. Et d'autres lieux
que j'ai commencé à examiner un par un, méthodiquement, comme je l'avais fait pendant des années, avec les dossiers administratifs qui passaient sur mon bureau. Ce que j'ai découvert au fil des heures m'a glacé le sang et confirmé mes pires soupçons. Eric ne passait pas ses journées à chercher du travail, comme il le prétendait à la table du petit déjeuner, avec ses histoires de CV envoyés et d'entretiens en préparation. Il les passait à rencontrer des femmes. Sur les images des caméras du café Le Terminus, je l'ai vu attablé avec une femme d'une 60aine d'années, élégamment vêtue d'un tailleur beige et de bijoux qui brillaient sous les spots du café. Elle le regardait avec des yeux d'adolescente amoureuse, penchée vers lui, buvant ses paroles, riant à ses plaisanteries. Il lui tenait la main comme il tenait celle de Sophie dans notre cuisine. Une autre caméra, celle installée devant la succursale de la Banque Populaire sur l'avenue principale, l'a capturée recevant une enveloppe épaisse d'une autre femme, la 50aine, l'air nerveux, qui regardait autour d'elle comme si elle avait peur d'être vue. Une enveloppe qui ressemblait fort à une enveloppe d'argent liquide, à en juger par son épaisseur et par la façon dont Eric l'a glissée dans sa poche intérieure avec un sourire satisfait. Une troisième caméra, devant la bijouterie Perrier dans le centre-ville, l'a filmé sortant du magasin avec un petit sac à la main, le genre de sac qui contient une montre ou un bijou de valeur. J'ai vérifié les archives de la caméra à l'intérieur du magasin. Il avait acheté une montre Cartier, en liquide, plusieurs milliers d'euros, payée en billets de 50 € soigneusement comptés sur le comptoir. J'ai passé des heures à remonter les images, jour après jour, semaine après semaine, construisant une chronologie de ses activités, cartographiant ses déplacements, identifiant ses contacts. Et plus je regardais, plus le portrait se précisait, plus la vérité devenait évidente et terrifiante. Eric n'était pas un cousin tombé dans la misère à cause d'un partenaire malhonnête. C'était un prédateur, un professionnel de l'escroquerie sentimentale, un homme qui se spécialisait dans la séduction des femmes vulnérables, des femmes d'un certain âge, seules ou malheureuses dans leur mariage, des femmes avec des biens immobiliers et des économies qu'il pouvait leur soutirer par la manipulation, le chantage affectif et apparemment, si nécessaire, par des méthodes plus définitives. Et Sophie n'était pas sa seule cible en ce moment. D'après ce que je voyais sur les caméras, il en avait au moins 2 autres en parallèle, peut-être plus. Un emploi du temps bien rempli pour un homme qui prétendait chercher du travail. Ce soir-là, je suis rentré à la maison avec le sourire. J'ai embrassé Sophie sur la joue comme je le faisais depuis 2 années. J'ai serré la main d'Eric avec une poignée de main ferme et amicale, et j'ai proposé de préparer le dîner pour tout le monde, une blanquette de veau à l'ancienne, la recette de ma mère que Sophie avait toujours aimée. Ils ont accepté, surpris par ma bonne humeur soudaine, peut-être un peu inquiets de ce changement d'attitude. Je les ai vus échanger un regard rapide, un regard qui disait quelque chose comme il se doute de quelque chose, ou il devient gâteux, mais ils ont accepté, parce qu'un vieux mari qui cuisine et qui sourit est moins dangereux qu'un vieux mari qui pose des questions et qui soupçonne. Pendant que je cuisinais, épluchant les légumes, faisant revenir la viande, préparant la sauce avec des gestes automatiques perfectionnés par des années de pratique, je pensais à ce que j'avais vu sur les écrans de la mairie, et je planifiais la suite. Le lendemain, j'ai appelé un vieil ami, Maurice Delalande, commissaire de police, à la retraite depuis 3 ans. Nous avions travaillé ensemble pendant des années sur le projet Smart City, lui responsable de la coordination entre la mairie et les forces de l'ordre, moi responsable de l'aspect technique du système. Nous avions passé des centaines d'heures ensemble, à discuter de protocoles de sécurité
d'angles de caméra, de problèmes juridiques liés à la surveillance. Nous étions devenus amis. Du genre d'amis qu'on ne voit pas souvent, mais sur qui on peut compter quand les choses deviennent sérieuses. Maurice, j'ai besoin de ton aide. C'est personnel et c'est urgent. Il y a eu un silence au bout du fil. Puis Maurice a soupiré, ce soupir caractéristique qu'il avait quand quelque chose de compliqué se préparait. « Qu'est-ce qui se passe, Jean? Tu as des ennuis? Ta voix est bizarre. Tu as l'air... » Je ne sais pas, tendu. Je lui ai raconté. Pas tout, pas encore. Pas les détails les plus sordides. Juste assez pour qu'il comprenne la gravité de la situation, sans penser que j'avais perdu la tête. Le cousin sorti de nulle part qui s'était installé chez nous. Les comportements suspects de Sophie. La conversation que j'avais surprise dans la nuit. Les mots que j'avais entendus. Les plans qu'il faisait pour mon avenir. Un avenir qui ne dépassait pas quelques mois selon leurs calculs. « Tu es sûr de ce que tu as entendu ?» m'a demandé Maurice après un long silence. « C'est une accusation grave, Jean. Très grave. Si tu te trompes, si tu as mal compris ou mal interprété. Je ne me trompe pas, Maurice. Je sais ce que j'ai entendu. Mais j'ai besoin d'en savoir plus sur cet homme avant d'agir. Tu peux vérifier dans vos fichiers. Tu as encore des contacts dans la maison, non ? » Maurice a accepté, comme je savais qu'il le ferait. 2 jours plus tard, il m'a rappelé. « Jean, tu avais raison. Cet homme est connu de nos services, et pas qu'un peu. Nous nous sommes retrouvés dans un café discret à l'autre bout de la ville, loin des yeux et des oreilles indiscrètes, loin des caméras que j'avais moi-même installées. Maurice avait apporté une chemise cartonnée épaisse qu'il a posée sur la table entre nous. Une chemise qui contenait des années de travail policier, des années de soupçons et de plaintes, des années de presque mais pas de condamnation. Son vrai nom est Éric Walter Dupont, a commencé Maurice en ouvrant la chemise. 54 ans, né à Bordeaux dans une famille modeste, père ouvrier, mère femme de ménage. Brillant à l'école mais turbulent, premières arrestations pour vol à l'étalage à 16 ans, quelques séjours en maison de redressement. Puis, il s'est calmé, ou plutôt, il a appris à ne plus se faire prendre. Aucune profession déclarée depuis plus de 10 ans, pas d'employeur, pas de revenus officiels, pas d'impôts payés. Et pourtant, il vit très confortablement, comme tu peux le voir sur les images que tu as trouvées. Il a ouvert la chemise et m'a montré les documents à l'intérieur. Des photos d'identité judiciaire, des rapports de police, des dépositions de témoins, des coupures de journaux. 4 plaintes déposées contre lui au cours des 10 dernières années. A continué Maurice. Toujours le même scénario, toujours le même mode opératoire. Des femmes entre 50 et 70 ans, souvent mariées à des hommes plus âgés ou veuves depuis peu, avec des biens immobiliers et des économies conséquentes. Il les repère, probablement sur des sites de rencontres ou dans des événements pour seniors. Il les séduit avec son charme et ses belles paroles. Il s'installe dans leur vie progressivement, et peu à peu, il prend le contrôle de leurs finances. Manipulation psychologique, chantage affectif, isolement de la famille et des amis, parfois même falsification de documents ou procuration obtenue sous pression. Et personne ne l'a jamais arrêté, ai-je demandé, la gorge serrée. Maurice a secoué la tête avec une expression amère. Les victimes retirent leurs plaintes, systématiquement. Soit parce qu'il les menace de révéler des détails embarrassants sur leurs relations, soit parce qu'elles ont trop honte d'admettre qu'elles se sont fait avoir par un escroc sentimental. Tu connais le profil des femmes respectables, souvent bien éduquées, qui ne veulent pas que leur entourage sache qu'elles ont été stupides, naïves,
amoureuses d'un homme qui les utilisait. Elles préfèrent perdre leur argent et leur dignité en silence, plutôt que de subir l'humiliation d'un procès public. J'ai regardé les photos dans le dossier. Des femmes au visage marqué par la tristesse et l'humiliation. Des femmes qui avaient cru à l'amour, qui avaient ouvert leur cœur et leur porte-monnaie, et qui s'étaient retrouvées dépouillées de tout, de leur argent, de leur confiance, de leur estime de soi. Et puis Maurice a sorti une dernière photo du fond de la chemise, une photo qui m'a coupé le souffle comme un coup de poing dans le ventre. C'était Sophie, ma femme depuis 28 ans, photographiée dans un restaurant chic de la ville voisine, un de ces endroits, avec des nappes blanches et des prix exorbitants. Elle était assise en face d'Éric, penchée vers lui comme les autres femmes sur les autres photos, les yeux brillants, le sourire éclatant, leurs mains entrelacées sur la table. L'image datait d'1 an, 1 an avant l'arrivée du cousin dans notre maison. Ils se connaissent depuis 1 an, ai-je murmuré d'une voix que je ne reconnaissais pas moi-même. Au moins 1 an, peut-être plus. Au moins, a confirmé Maurice doucement, comme on annonce une mauvaise nouvelle à un patient. Cette photo vient d'un rapport de surveillance d'une autre affaire. On ne cherchait pas ta femme. On surveillait Dupont pour une plainte qui a finalement été retirée comme toutes les autres. Mais Sophie était dans les images collatérales. À l'époque, personne n'a fait le lien avec toi. Personne ne savait que c'était ta femme. J'ai fixé la photo pendant de longues minutes, mes yeux brûlants, ma gorge serrée. 1 an. Pendant 1 an, Sophie avait menti. Pendant 1 an, elle avait préparé cette mascarade du cousin tombé du ciel, le prétendu hasard de sa visite, la coïncidence de ses problèmes financiers. Tout était orchestré depuis le début. C'était un plan minutieusement élaboré, patient, méthodique. Un plan qui devait se terminer par ma mort et leur enrichissement. Maurice m'a posé une main sur l'épaule, une main lourde et rassurante. « Qu'est-ce que tu vas faire, Jean ?» J'ai relevé la tête et j'ai croisé son regard, ce regard de vieux flic qui avait vu tant de choses au cours de sa carrière. « Je vais les arrêter, Maurice, mais je vais le faire proprement, légalement, définitivement. Je ne vais pas leur laisser une chance de s'en sortir comme ils l'ont fait avec les autres victimes. » Les semaines suivantes ont été les plus étranges et les plus difficiles de ma vie. Je vivais une double existence, comme un agent secret infiltré dans sa propre maison, comme un acteur jouant le rôle de sa propre vie. En surface, j'étais toujours le même Jean Moreau que tout le monde connaissait. Le mari docile qui ne posait pas de questions. Le retraité un peu ennuyeux qui parlait trop de son ancien travail. L'homme qui souriait à sa femme, qui supportait les remarques condescendantes de son invité, qui faisait semblant de ne rien voir et de ne rien comprendre. Mais en dessous de cette surface lisse, je construisais mon dossier comme un architecte construit une maison, pierre après pierre, preuve après preuve, méthodiquement et patiemment. Chaque jour, ou presque, je me rendais à la mairie sous prétexte de travailler sur mes mémoires. Je passais des heures devant les écrans du système de surveillance, suivant les déplacements d'Éric à travers la ville, documentant chaque rencontre suspecte, chaque transaction louche, chaque moment où il pensait être invisible et ne l'était pas. J'ai découvert qu'il avait au moins 3 autres femmes dans sa toile en ce moment même, toutes persuadées d'être la seule, toutes prêtes à lui donner leur argent et leur confiance, toutes en danger sans le savoir. J'ai aussi consulté un notaire, mais pas celui de la famille, pas Maître Bertrand qui connaissait Sophie depuis des années et qui aurait pu lui rapporter ma visite, un autre notaire, recommandé par Maurice, quelqu'un de discret et de professionnel, qui ne posait pas trop de questions.
Je voulais vérifier la situation juridique de nos biens, comprendre exactement ce que Sophie pourrait obtenir si je mourais ou si nous divorcions. Le notaire a sorti notre contrat de mariage du coffre où il dormait depuis 28 ans. Un document jauni que je n'avais pas regardé depuis le jour de notre mariage. À l'époque, mes parents avaient insisté pour que nous signions un régime de séparation des biens. Mon père, un maçon qui avait travaillé toute sa vie dans le bâtiment et qui avait vu des familles se déchirer pour des questions d'héritage, m'avait pris à part la veille de la cérémonie. « On ne sait jamais ce que la vie réserve, mon fils », m'avait-il dit de sa voix grave. « L'amour c'est beau, mais l'amour peut s'en aller. Protège ce que tu construis. Protège ton travail, ta maison, ton avenir. Si les choses tournent mal un jour, tu seras content d'avoir ce papier. » Sophie avait signé le contrat sans vraiment le lire, trop pressée d'en finir avec les formalités administratives pour se concentrer sur les préparatifs du mariage, la robe, les fleurs, le repas. À l'époque, elle n'avait rien à protéger, pas d'économie, pas de biens, juste son amour pour moi et ses rêves d'avenir. C'était moi qui avais hérité du terrain où nous avons construit la maison, un terrain que mon grand-père avait acheté pour presque rien dans les années 50. C'était moi qui avais payé la majorité des travaux de construction avec mes économies et mon salaire de fonctionnaire, sou après sou, année après année. Le notaire a examiné les documents avec attention, vérifiant chaque clause, chaque date, chaque signature. Puis il a relevé la tête et m'a regardé. « Monsieur Moreau, selon ce contrat de mariage et les actes de propriété que j'ai consultés, la maison est à votre nom, exclusif. Vous avez acquis le terrain avant le mariage par héritage familial. Vous avez construit la maison avec vos fonds propres attestés par les factures de l'époque, et vous n'avez jamais modifié l'acte de propriété pour y inclure votre épouse. En cas de divorce, elle n'a aucun droit sur ce bien immobilier. La maison vous appartient entièrement. Et nos comptes bancaires, ai-je demandé. Vous avez un compte joint pour les dépenses courantes du ménage, effectivement. Mais vos économies personnelles, votre plan, épargne, retraite, votre portefeuille d'investissement, tout cela est sur des comptes à votre nom seul. Légalement, votre épouse n'y a pas accès sans votre autorisation explicite. J'ai remercié le notaire et je suis sorti de son cabinet avec un poids en moins sur les épaules, le premier soulagement que j'avais ressenti depuis des semaines. Sophie et Eric pensaient qu'ils allaient tout récupérer après ma mort. Ils se trompaient lourdement. Le contrat de mariage que Sophie avait signé sans le lire, il y a 28 ans, protégeait tout ce que j'avais construit. Mais je ne pouvais pas me contenter de les décevoir financièrement. Je voulais qu'ils paient pour ce qu'ils avaient fait, pour ce qu'ils avaient planifié, pour toutes les vies qu'ils avaient détruites avant la mienne. Pas seulement à moi, mais à toutes ces femmes dont les photos remplissaient le dossier de Maurice, ces femmes brisées qui n'avaient jamais osé aller jusqu'au bout de leurs plaintes. J'ai contacté Maurice à nouveau. Est-ce que les anciennes victimes de Dupont seraient prêtes à témoigner si on leur garantissait une protection et un soutien, si on leur promettait que cette fois, les choses seraient différentes, que leur témoignage ne resterait pas lettre morte? Maurice a réfléchi longuement avant de répondre. Certaines, peut-être. Pourquoi tu demandes? Parce que j'ai une idée qui pourrait marcher si nous la préparons correctement. Pendant les 2 semaines suivantes, Maurice et moi avons travaillé ensemble comme nous l'avions fait pendant des années sur le projet Smart City, mais cette fois pour un projet beaucoup plus personnel. Il a retrouvé les coordonnées de 3 des anciennes victimes d'Éric Walter Dupont, des femmes qui vivaient dans différentes régions de France, des femmes qui avaient essayé de porter plainte
et qui avaient abandonné. Nous leur avons rendu visite l'une après l'autre, Maurice avec sa carte de police retraitée et moi avec mon dossier de preuves. Nous leur avons expliqué que cette fois, les choses pouvaient être différentes, que nous avions des images de vidéosurveillance montrant les activités de Dupont, que nous avions des preuves de ses manœuvres, que si elles acceptaient de témoigner à nouveau, leur voix serait entendue et leur souffrance reconnue. 2 d'entre elles ont accepté après de longues conversations, des larmes, des hésitations. Madame Françoise Leblanc, 63 ans, veuve, qui avait perdu près de 50 000 € et sa maison de campagne. Madame Paulette Durand, 58 ans, divorcée, qui avait donné à Éric l'accès à ses comptes et s'était retrouvée ruinée du jour au lendemain. 2 femmes courageuses qui avaient décidé que leur honte ne devait pas protéger un criminel. La 3e a refusé, trop traumatisée par son expérience pour affronter le passé. Je ne lui en voulais pas. Je comprenais. Certaines blessures sont trop profondes pour être rouvertes, même au nom de la justice. Mais 2 témoignages, combinés aux images de surveillance et au dossier que j'avais constitué, c'était déjà beaucoup. C'était peut-être assez. Il ne me restait plus qu'à choisir le bon moment pour frapper. Ce moment est venu un dimanche de décembre, exactement 3 mois après l'arrivée d'Éric dans ma maison. J'ai annoncé au petit déjeuner que je voulais préparer un déjeuner spécial pour nous 3, un rôti de bœuf bourguignon, comme je le faisais autrefois, pour les grandes occasions, avec des pommes de terre fondantes et une sauce au vin rouge mijotée pendant des heures. Sophie a eu l'air surprise, peut-être un peu méfiante, mais elle a accepté avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Éric a approuvé chaleureusement, disant que c'était une excellente idée, qu'il avait entendu parler de mes talents culinaires. J'ai passé la matinée dans la cuisine, préparant le repas avec soin, coupant les légumes en dés parfaits, faisant revenir la viande jusqu'à ce qu'elle soit dorée, surveillant la sauce qui réduisait doucement sur le feu. C'était presque méditative, cette préparation, ces gestes répétés des milliers de fois au fil des années. Pendant que je cuisinais, Sophie et Éric bavardaient dans le salon, leur voix me parvenant à travers la porte, entr'ouverte, leur rire complice qui ne me faisait plus mal, maintenant que je savais ce qui allait se passer. À midi, nous nous sommes installés dans la salle à manger, celle que nous n'utilisions plus que pour les fêtes et les occasions spéciales. J'avais sorti la belle vaisselle en porcelaine, celle qu'on m'avait offerte pour notre mariage. J'avais ouvert une bouteille de bon vin, un Côtes-du-Rhône millésimé que je gardais pour une occasion particulière. J'avais mis une nappe blanche et des serviettes assorties. Tout était parfait, élégant, soigné. Sophie et Éric semblaient détendus, presque heureux. Le repas était délicieux. Ils ne cessaient de me complimenter, de lever leur verre à ma santé, de parler de projets d'avenir comme si nous étions une famille normale, partageant un dimanche normal. Ils devaient en penser que j'avais finalement accepté la situation, que j'étais devenu le vieux mari aveugle et docile dont ils avaient besoin pour leur plan, que j'étais prêt pour la suite. Après le dessert, une tarte aux pommes que j'avais préparée la veille, j'ai posé une chemise cartonnée sur la table, entre les assiettes vides et les verres de vin. « Éric », ai-je dit d'une voix calme et posée, ou devrais-je dire Éric Walter Dupont, j'aimerais vous montrer quelque chose d'intéressant avant le café. Le sourire d'Éric s'est figé comme une photographie. Sophie a pâli si vite que j'ai cru qu'elle allait s'évanouir. Dans le silence soudain de la salle à manger, on entendait le tic-tac de l'horloge murale et le battement de mon propre cœur. J'ai ouvert la chemise et j'ai étalé les documents devant eux, un par un, méthodiquement,
comme un croupier qui distribue les cartes d'un jeu truqué. Les photos des caméras de surveillance montrant Eric avec ses autres victimes. Les copies des plaintes déposées contre lui au fil des années. Les témoignages signés des 2 femmes qui avaient accepté de parler. Le rapport complet de ses activités criminelles sur les 10 dernières années, préparé par Maurice avec l'aide de ses anciens collègues. « Tu sais, Sophie, » ai-je dit en la regardant droit dans les yeux, ces yeux verts qui m'avaient fait tomber amoureux 30 ans auparavant. J'ai passé 8 ans à installer chaque caméra de cette ville, chaque angle, chaque position, chaque zone de couverture. C'était mon travail, ma responsabilité, mon œuvre. Tu pensais vraiment que je ne verrais rien? Tu pensais vraiment qu'un homme pouvait se promener dans ma ville, rencontrer des femmes, recevoir de l'argent, acheter des montres de luxe, et que je n'en saurais rien? Sophie a ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. Ses yeux allèrent des documents à mon visage, cherchant désespérément une explication, une échappatoire, quelque chose à quoi se raccrocher pour ne pas sombrer. Eric, lui, a tenté de reprendre le contrôle de la situation, de retrouver ce masque de charme et d'assurance qu'il portait si bien. « C'est ridicule », a-t-il dit en se levant de sa chaise, la voix un peu trop forte, un peu trop aiguë. « Je ne sais pas ce que vous essayez de prouver, monsieur Moreau, mais ces documents sont probablement falsifiés, des photomontages, des accusations sans fondement. Et même s'ils étaient authentiques, ce dont je doute fortement, vous n'avez pas le droit d'accéder aux caméras de surveillance à des fins personnelles. C'est une violation de la vie privée, c'est illégal. Je pourrais vous poursuivre en justice pour harcèlement et atteinte aux droits de la personne. » J'ai souri, un sourire calme et froid que je ne me connaissais pas. « Vraiment, monsieur Dupont, vous allez porter plainte contre moi. Vous, qui avez 4 plaintes pour escroquerie dans votre dossier, vous, qui planifiez ma mort dans mon propre salon, pendant que vous pensiez que je dormais à ce moment précis, comme si le destin avait voulu ponctuer mes paroles, la porte d'entrée s'est ouverte. Maurice est entré, accompagné de 2 gendarmes en uniforme, leur képi sous le bras, leur visage sérieux et professionnel. « Monsieur Eric Walter Dupont », a dit Maurice d'une voix officielle qui résonnait dans la salle à manger silencieuse. « Nous avons quelques questions à vous poser concernant plusieurs plaintes pour escroquerie en bande organisée, manipulation de personnes vulnérables et abus de confiance aggravés. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. » Le visage d'Éric est devenu livide, d'un blanc de craie, qui contrastait avec le bronzage artificiel de son teint. Toute son assurance, toute sa suffisance, tout ce vernis de charme et de sophistication ont disparu en un instant, révélant en dessous ce qu'il était vraiment. Un criminel pris au piège, un prédateur devenu proie. Sophie s'est mise à pleurer, de grosses larmes qui coulaient sur ses joues, en emportant son maquillage, en révélant les rides et la fatigue sous le masque de beauté qu'elle entretenait si soigneusement. « Jean, je peux tout expliquer, » a-t-elle balbutié entre 2 sanglots. « Ce n'est pas ce que tu crois. Eric m'a manipulé, il m'a fait croire des choses, il m'a promis des choses. Je ne voulais pas vraiment te faire du mal, je te le jure sur la tête de nos enfants. C'était juste des mots, juste des fantasmes. Je n'aurais jamais vraiment... » J'ai secoué la tête lentement, sans colère, sans haine, juste avec une tristesse infinie et une certitude absolue. « Sophie, je t'ai entendue. Cette nuit-là, dans le salon, je t'ai entendue. Tu as demandé si l'assurance serait suffisante. Tu as demandé si la maison serait à toi après. Tu savais exactement ce que vous planifiez tous les deux. Tu n'étais pas une victime, Sophie. Tu étais complice.
Elle a sangloté plus fort, tendant les mains vers moi, essayant de me toucher, de me supplier, de me convaincre de sa bonne foi. « S'il te plaît, Jean, après tout ce que nous avons vécu ensemble, 28 ans de mariage, nos enfants, notre maison, notre famille, ne fais pas ça. Pense à ce que les gens vont dire, pense à la honte, au scandale. On peut encore arranger les choses, on peut encore. » « Notre famille ?» ai-je répété d'une voix qui ne tremblait pas. « Tu planifiais de me tuer, Sophie. Tu planifiais d'encaisser mon assurance vie et de vivre dans ma maison avec ton amant. Ce n'est pas une famille, c'est une trahison, c'est un crime. Et tu vas devoir en répondre. Les gendarmes ont emmené Eric, les menottes aux poignets, sans résistance, sans cri, sans protestation. Il avait l'air d'un homme qui savait que la partie était terminée, que tous ses bluffs avaient été dévoilés, que cette fois, il n'y aurait pas de victime intimidée pour retirer sa plainte. Sophie est restée assise à la table, le visage dans les mains, secouée de sanglots qui résonnaient dans la salle à manger silencieuse. La porcelaine de mariage brillait doucement sous la lumière du lustre. Le vin rouge dans les verres avait la couleur du sang. Je me suis levé et j'ai fait le tour de la table pour me placer devant elle, debout, la dominant de toute ma hauteur. « Le notaire t'expliquera demain les détails juridiques », ai-je dit d'une voix sans émotion. « La maison est à mon nom depuis le début, selon notre contrat de mariage. Le compte d'épargne, les investissements, tout ce que j'ai construit pendant ces années est à mon nom. Tu n'as droit à rien. Tu as une semaine pour rassembler tes affaires personnelles et quitter cette maison. » Elle a levé les yeux vers moi, le visage ravagé par les larmes, le maquillage qui coulait, l'expression d'une femme qui voit son monde s'effondrer. « Où est-ce que je vais aller ?» a-t-elle demandé d'une voix de petite fille perdue. « Ce n'est plus mon problème, Sophie. Depuis le jour où tu as décidé de planifier ma mort, depuis le jour où tu as choisi de me trahir avec un escroc professionnel, tu as cessé d'être ma femme, tu as cessé d'être ma responsabilité, tu as cessé d'exister pour moi. Je me suis retourné et j'ai quitté la salle à manger, laissant derrière moi 28 ans de mariage qui s'effondraient comme un château de cartes dans une tempête. Les semaines qui ont suivi ont été difficiles, mais pas de la façon dont je m'y attendais. Je pensais que je serais submergé par la colère, le chagrin, l'amertume, le désir de vengeance. Je pensais que je passerais mes nuits à ressasser le passé, à chercher les signes que j'avais manqués, à me blâmer pour ma naïveté et mon aveuglement. Au lieu de cela, j'ai ressenti quelque chose de plus étrange et de plus inattendu, du soulagement, un soulagement profond, presque physique, comme si j'avais porté un poids invisible sur mes épaules pendant des années, des décennies peut-être, et qu'on venait enfin de me l'enlever. Le divorce a été prononcé rapidement, en quelques mois seulement, grâce au contrat de mariage que mes parents m'avaient fait signer il y a si longtemps, et aux preuves irréfutables de la trahison de Sophie. Elle n'a rien obtenu, ni la maison, ni les économies, ni même une pension alimentaire. Le juge a été clair dans son jugement, ses mots résonnant dans la salle d'audience comme un verdict sans appel. Une femme qui planifie la mort de son mari ne peut pas prétendre à sa protection financière ni à sa générosité. Sophie est partie vivre chez sa sœur, à l'autre bout du pays, quelque part dans le sud, loin de Saint-Étienne-du-Mont, loin des regards et des commérages, loin de la honte qui l'avait submergée. Nous ne nous sommes plus parlé depuis le jour du jugement. Je ne sais pas ce qu'elle fait maintenant, comment elle vit, si elle a retrouvé quelqu'un, si elle regrette ce qu'elle a fait, et honnêtement, je ne veux pas le savoir. Cette partie de ma vie est fermée, scellée, rangée dans un tiroir que je n'ouvrirai plus jamais. Éric Walter Dupont, lui,
a eu moins de chance, beaucoup moins de chance, avec les témoignages des anciennes victimes qui avaient retrouvé le courage de parler, les preuves de surveillance que j'avais rassemblées, les documents bancaires qui montraient les transferts d'argent, et le dossier complet que Maurice et moi avions préparé. Le procureur a pu constituer un dossier solide, inattaquable, le genre de dossier qui ne laisse aucune échappatoire. Il est actuellement en prison, condamné à 7 ans de réclusion pour escroquerie en bande organisée, abus de confiance aggravé et manipulation de personnes vulnérables. Les experts y disent comme qu'il ne sortira pas avant au moins 5 ans, compte tenu de ses antécédents et de la gravité des faits. Mes enfants ont appris la vérité avant que je puisse leur parler moi-même. L'histoire avait fuité dans la presse locale. Un journaliste avait trouvé les détails croustillants et les avait étalés en première page. L'histoire d'un ancien fonctionnaire de mairie qui démasque l'amant escroc de sa femme grâce au système de surveillance qu'il a lui-même installé était trop belle, trop romanesque, trop parfaite pour que les médias la laissent passer. Marc m'a appelé le premier. Quelques heures après la publication de l'article, furieux contre sa mère, inquiet pour moi, confus par cette révélation qui bouleversait tout ce qu'il croyait savoir sur ses parents et son enfance. « Papa, pourquoi tu ne nous as rien dit? On aurait pu t'aider, on aurait pu être là pour toi. Tu n'aurais pas dû traverser ça tout seul. Je ne voulais pas vous mêler à ça, fiston. » Ai-je répondu doucement. C'était mon combat, ma bataille, mon problème à résoudre. Vous aviez vos propres vies à vivre, vos propres soucis à gérer. Je ne voulais pas vous imposer ce fardeau. Isabelle est venue me voir le week-end suivant, prenant le train depuis Nantes avec son mari et leurs 2 filles, mes petites filles, que je n'avais pas vues depuis des mois. Elle m'a serré dans ses bras sans rien dire pendant de longues minutes, ses épaules secouées de sanglots silencieux. Puis elle m'a regardé avec ses yeux qui ressemblaient tant à ceux de sa mère, ces yeux verts que j'avais aimés autrefois. Et elle m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. « Tu es l'homme le plus fort que je connaisse, papa, le plus courageux, le plus digne. Je suis fier de toi. » Ces mots m'ont fait plus de bien que tous les verdicts de tous les tribunaux du monde, plus que tous les articles de journaux qui me présentaient comme un héros, plus que toutes les félicitations des voisins et des anciens collègues. Ma fille était fière de moi. C'était tout ce qui comptait. Aujourd'hui, 6 mois ont passé depuis cette journée de décembre où tout a basculé. Le printemps est arrivé, avec ses fleurs dans le jardin et ses oiseaux qui chantent dans les arbres que j'ai plantés il y a des années. Je vis toujours dans ma maison, celle que j'ai construite de mes mains il y a 30 ans, celle que personne n'a pu me prendre. Le jardin a besoin d'être taillé. Je m'y suis mis la semaine dernière avec plus d'énergie que je n'en avais eu depuis longtemps. La peinture de la façade commence à s'écailler sur le côté nord. Il faudra que je m'en occupe avant l'hiver prochain. Et il y a toujours cette petite fuite dans le toit de la véranda que je n'ai pas encore eu le temps de réparer, mais qui peut attendre encore un peu. Mais c'est ma maison, mon refuge, mon œuvre, l'endroit où je me sens en sécurité, en paix, chez moi. Maurice vient me voir de temps en temps, le dimanche après-midi quand il fait beau. Nous nous installons sur la terrasse avec une bouteille de bon vin et nous parlons du passé, du présent, de l'avenir, de tout et de rien. Il me taquine sur le fait que je devrais peut-être sortir un peu plus, rencontrer des gens, rejoindre un club de randonnée ou de pétanque, ne pas rester enfermé comme un ermite dans ma grande maison vide. Je lui réponds que j'ai passé 35 ans à m'occuper des autres, de la mairie, de ma famille, de mes responsabilités professionnelles et personnelles. Maintenant, c'est mon tour de m'occuper de moi, de faire ce que je veux quand je le veux, sans rendre de compte à personne.
Le matin, je me lève avec le soleil, quand la lumière commence à filtrer à travers les volets et que les oiseaux entament leur concert matinal. Je prépare mon café, un café fort et noir comme je l'aime, et je le bois sur la terrasse en regardant le jardin s'éveiller. L'après-midi, je bricole dans mon atelier au fond du garage, je jardine, je fais des promenades dans le quartier ou dans le parc municipal. Le soir, je regarde un film ou je lis un livre et je m'endors paisiblement dans mon lit, seul mais pas solitaire, libre mais pas abandonné. Je ne regrette rien de ce qui s'est passé. Oh, bien sûr, il y a des moments où je repense au passé, des moments où les souvenirs reviennent sans prévenir, déclenchés par une chanson à la radio ou une odeur de cuisine ou un visage croisé dans la rue. Des moments où je me demande si j'aurais pu voir les signes plus tôt, si j'aurais pu éviter tout cela, si j'aurais pu sauver mon mariage d'une manière ou d'une autre. Mais ces moments passent vite, parce que je sais maintenant une chose que je ne savais pas avant, une vérité que j'ai apprise dans la douleur et le sang. On ne peut pas sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé. On ne peut pas aimer quelqu'un qui a décidé de vous détruire. On ne peut pas construire une vie avec quelqu'un qui attend patiemment le moment de vous enterrer. Tomber de haut fait mal. Quand j'ai entendu cette conversation dans le salon, cette nuit de novembre, j'ai eu l'impression de tomber d'une falaise sans fond. Tout ce que je croyais savoir sur ma vie, mon mariage, ma femme, l'amour que nous avions partagé, tout s'est effondré en quelques secondes, comme un édifice miné de l'intérieur qui s'écroule sur lui-même. Mais parfois, tomber de haut est la seule façon de voir clairement où on avait vraiment mis les pieds. Depuis le sol, on voit les fondations, on voit les fissures qu'on avait ignorées ou refusé de voir. On voit la vérité qu'on avait refusé de regarder en face pendant des années, des décennies peut-être. Et une fois qu'on a touché le fond, une fois qu'on a survécu à l'impact, on peut commencer à remonter. Pas en oubliant, non. On n'oublie jamais vraiment, mais en acceptant, en comprenant, en transformant la douleur en force, la trahison en sagesse, la chute en nouveau départ. Si vous écoutez cette histoire et que quelque chose ne va pas dans votre maison, dans votre couple, dans votre vie, je vous en prie, écoutez ce que je vais vous dire. Faites confiance à votre instinct, pas à votre espoir qui vous dit que les choses vont s'arranger toutes seules. Pas à vos années de mariage qui vous font croire que vous connaissez la personne avec qui vous vivez. Pas à l'image que vous voulez préserver devant les autres, devant vos enfants, devant vous-même. Votre instinct. Quand quelque chose vous semble faux, c'est probablement parce que ça l'est. Quand quelqu'un vous fait sentir invisible, insignifiant, déplacé dans votre propre maison, ce n'est pas normal et ce n'est pas votre faute. Quand les explications ne tiennent pas debout, quand les sourires sonnent faux, quand les mots d'amour ont un goût de cendre, ne cherchez pas à les croire quand même pour préserver une illusion de paix. Et si jamais vous entendez quelque chose que vous n'auriez jamais dû entendre, si jamais vous découvrez que les personnes en qui vous aviez le plus confiance préparent votre perte, ne réagissez pas dans la colère, ne faites pas de gestes impulsifs que vous pourriez regretter. Respirez, réfléchissez, planifiez. La patience est un outil. On l'utilise en premier. C'est ce que mon père m'a enseigné quand j'étais jeune. C'est ce qui m'a sauvé quand j'en ai eu besoin. Je m'appelle Jean Moreau. J'ai 67 ans. J'ai failli être tué par ma femme et son amant dans la maison que j'avais construite pour elle. Et je suis toujours là, debout, dans mon jardin, avec mon café et mes oiseaux et mes souvenirs, les bons comme les mauvais. La vie continue, différente de ce que j'avais imaginé.
c'est vrai. Mais peut-être meilleur, d'une certaine façon. Parce que maintenant, pour la première fois depuis très longtemps, je vis pour moi-même. Pas pour plaire aux autres, pas pour maintenir une façade, pas pour préserver un mariage qui était déjà mort depuis des années sans que je le sache. Juste pour moi. Juste pour la joie simple d'être vivant, de voir le soleil se lever, de sentir l'odeur du café frais, d'entendre le chant des oiseaux dans mon jardin. Et ça, mes amis, c'est la vraie liberté. Celle qu'on gagne quand on a tout perdu, sauf l'essentiel. Celle qu'on découvre quand on touche le fond et qu'on trouve la force de remonter. Tomber de haut fait mal, mais parfois, c'est la seule façon de voir clair. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle t'a touché, laisse un like, écris en commentaire ce qui t'a le plus parlé et abonne-toi à la chaîne. Beaucoup d'autres histoires arrivent. Ce n'est pas la fin de la mienne.